bonsoir à toutes et à tous, disais-je, à cette 11e édition du Management Café. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas encore habitués au Management Café, je dois préciser ce que c'est. Alors, c'est l'initiative d'un centre de recherche, qui est un centre de recherche qui est associé à la Solvay Brussels School of Economics and Management, qui est une faculté de l'ULB et qui est le centre de recherche en gestion et en économie appliquée de l'ULB et de la faculté Solvay. Alors, un centre de recherche, ce que ça fait de la recherche. Ça fait travailler ensemble des chercheuses et des chercheurs sur des sujets qui les intéressent, hein, c'est en général comme ça qu'ils ont choisi leur métier, et ces gens-là ont tendance à être un petit peu obsessionnels, à travailler sur leur sujet, mais à rester entre eux. Et on s'était dit que c'était dommage, parce que comme on avait beaucoup de sujets qui étaient très intéressants au sein du centre Émile Bernheim, on gagnait à les faire partager avec un public plus large. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de ces Management Café, qui fonctionne toujours sur le même principe. On accueille un professionnel ou une professionnelle, on le fait ou la fait interagir avec un chercheur ou une chercheuse du centre Émile Bernheim sur un sujet qu'on espère d'intérêt général. Bien, voici donc pour le Management Café et le centre Émile Bernheim, le centre de recherche en gestion de la faculté Solvay. Les Management Café et le centre Émile Bernheim n'existeraient pas sans à la fois Émile Bernheim et la Fondation Bernheim, que je dois remercier ce soir. La Fondation Bernheim est une fondation qui a été créée par un entrepreneur qui était visionnaire, qui s'appelait Émile Bernheim, et qui se posait des questions beaucoup plus larges que celles de sa pratique, qui se posait des questions sur la vie de la cité, sur la vie des affaires, et qui a, entre autres choses, décidé de soutenir de façon structurelle un centre de recherche à l'ULB qui est devenu le centre Émile Bernheim et qui bénéficie du soutien structurel de cette fondation Bernheim créée par Émile Bernheim. En tant que centre Émile Bernheim, on bénéficie de ce soutien de façon structurelle, mais aussi spécifiquement pour organiser les Management Café. Et donc, avant de passer à la suite, eh bien, je voulais encore une fois remercier la Fondation Bernheim. Alors, dont je suis, comme me fait remarquer Vincent, dont je suis le directeur, pas de la Fondation, mais du centre Émile Bernheim, ce qui ce soir est très secondaire, puisque ce soir je suis surtout l'animateur de ce café. Alors, ce café qui est intitulé, qui est consacré au fait de savoir si un management humain est possible. Alors, on avait invité Béatrice de Wandre, qui est consultante et qui est spécialisée dans les situations difficiles d'entreprise, mais elle nous a demandé de l'excuser en dernière minute, parce qu'un souci familial l'a retenue. Donc, elle a dû s'excuser ce matin. Et je suis doublement ravi, du coup, de souhaiter la bienvenue à Daniel Fulda, qui, pour le coup, a vraiment accepté au pied levé de se joindre à nous ce soir, puisqu'on l'a contacté dans la journée. Alors, Daniel Fulda travaille dans le cabinet qui s'appelle C-Cube, et c'est un coach et facilitateur qui accompagne les personnes qui rencontrent des difficultés en entreprise. Il a été manager chez L'Oréal et il est aussi coach à l'INSEAD. Et c'est lui qui ce soir nous fera bénéficier de son expérience de praticien, d'un management que j'espère humain. Comme contrepartie à Daniel Fulda, nous avons à ma gauche Vincent Giolito. Vincent Giolito qui a déjà depuis un peu plus de 2 ans rejoint le centre Émile Bernheim, qui est chercheur au centre Émile Bernheim. C'est lui qui est le titulaire de la chaire Baillet-Latour en Error Management, en gestion de l'erreur, si vous voulez parler en français. Son expertise, plus généralement, ses travaux portent sur la stratégie et le leadership. Qui dit leadership dit management. Alors, si vous le voulez bien, on va passer tout de suite au vif du sujet. Je vais vous montrer quelques images, parce que je me suis dit que j'allais quand même pas venir les mains vides. Et pour faire moderne, j'aime bien venir avec une tablette. Alors, pour préparer le Management Café, j'ai essayé de regarder des images qui étaient associées à management lorsqu'on allait se promener sur Internet. Alors, hop là, pas celle-ci, pas celle-ci. Voilà, alors, on voit une poignée qu'on peut qualifier de virile et décidée. Voilà, est-ce que vous voyez toutes et tous? Voilà.
Elle est incontestablement masculine, mais aussi c'est un point qui tape sur la table. Donc si vous, sur un moteur de recherche, si vous tapez management, voilà ce que vous risquez de trouver. Alors ça c'est encore la version euphémisée, parce qu'on trouve aussi très directement ensuite ceci. Voilà. Et dans une version plus politisée, j'ai trouvé aussi ceci, n'est-ce pas? Voilà, est-ce que vous arrivez à le voir? Oh, c'est pas très joli, on va le garder comme ça. Voilà, donc ça nous parle des patrons, donc des gestionnaires, et on se propose de leur couper la tête. Alors, il faut préciser que ça vient de Ciné Hebdo, donc fatalement, nous ne sommes pas dans le domaine de la gestion habituelle. Tout ça pour lancer un sujet qui porte sur un management humain qui est possible ou non. Et les images que je vous ai montrées à l'instant, elles suggèrent que, en tout cas dans l'imaginaire collectif, ou en tout cas dans les médias, le management n'a pas bonne presse. Alors, la question se pose, peut-être sous forme de paradoxe. Est-ce qu'un management humain est possible? Donc je passe la parole à notre invité du soir, Daniel Fulta. Bon, quand Vincent m'a appelé il y a environ une heure et demie pour me dire écoute, on a besoin de trouver quelqu'un qui accepterait de parler, et je suis sûr qu'en tant que coach, tu es l'homme de la situation. Honnêtement, j'ai été assez embêté. Et puis, je me suis rappelé certaines situations que j'ai pu vivre en tant que patron chez L'Oréal ou dans des multinationales américaines, avant de devenir donc coach et créer ma petite SPRL qui fait de l'outplacement, du coaching et de la formation. Alors je me suis dit, répondre à la question, c'est se demander, ok, management inhumain, pour moi, quels sont les types de managers toxiques que l'on peut rencontrer? Et en cherchant pas très loin, on se rend compte que 12% des gens sont considérés comme burn-out dans les entreprises aujourd'hui. C'est valable partout en Europe occidentale, pas spécialement en Belgique. Que à cela vous rajoutez le bore-out, donc les gens qui s'emmerdent dans leur boulot, c'est peut-être le cas de certains ou certaines d'entre vous. Et je me suis dit, ok, très bien, c'est quoi un manager toxique? Et alors, un manager toxique, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en cause, qui rebondit en général, quelles que soient les situations, il réussit à s'échapper, qui refuse le dialogue, je ne sais pas si ça vous parle, qui fait du micromanagement, qui contrôle tout le temps, partout, qui est insaisissable, qui dit tout et son contraire, qui est égocentrique, obsédé par son image, qui vous fait culpabiliser et qui vous donne des injonctions contradictoires et infantilisantes. Sans compter le fait qu'il ne montre pas ses émotions et il utilise la menace, il fait peur et il utilise le mensonge en tant que manager. Alors ce sont des situations, je ne sais pas si ça vous parle, moi je les ai vécues chez L'Oréal. Je me souviens d'un directeur marketing qui, par exemple, nous demandait de faire quelque chose, nous, jeunes chefs de produit, au sortir de l'école, et puis lorsqu'on le faisait et que ça ne fonctionnait pas complètement comme le directeur général le demandait, lors de réunions avec le DG, il disait « mais non, mais pas du tout, j'ai jamais demandé ça à Daniel », et donc nous mettait en contradiction, en porte-à-faux. Ou je me souviens aussi d'une autre situation où il convoque une chef de produit qui, entre-temps, est devenue la femme du PDG actuel de L'Oréal, bon, ils ont divorcé depuis, et la voir sortir du bureau parce que il l'avait menacé, parce qu'il lui a demandé tout et son contraire. Alors, le manager toxique, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il vous met en confiance. Et vous dites, ah, c'est super, j'ai passé des entretiens très difficiles pour arriver dans cette société, et puis il me fait confiance, j'arrive, sur mon bureau, il y a déjà mes cartes de visite avec mon titre, ma fonction, tout est préparé, on se sent valorisé. Et puis, très rapidement, il instaure avec vous une espèce de relation parent-enfant. Et si vous n'y faites pas gaffe, si vous n'y prenez pas garde, la relation parent-enfant, je vous renvoie à ce qui fait le sel de notre métier de coach, l'analyse transactionnelle ou la PNL. Parents, enfants, adultes, si ça vous parle, voilà. Il essaye d'instaurer une relation de parent avec vous et de vous infantiliser. Et puis, il est control freak. Toutes les demi-heures, il vous envoie un email en vous demandant où vous en êtes. Qu'est-ce que vous avez fait? Il vous demande des résultats tout le temps.
vous, votre équipe, il vous met la pression. Il divise pour mieux régner. Par exemple, et ça je l'ai vu faire, il décide que la machine à café sera dans son bureau. Comme ça, il vérifie que les gens prennent le café et qui prend le café, et puis il surveille les gossips. Et paradoxalement, il n'hésite pas à en rajouter des gossips. C'est-à-dire qu'il fait courir des bruits, il fait de la désinformation, il décide que telle ou telle personne sera son chouchou ou sa chouchoute, quitte à la jeter ou le jeter rapidement, et en faire un bouc émissaire. Et alors à ce moment-là, on tombe dans un autre travers que nous connaissons bien, coach. Nous, les coachs, c'est le fameux triangle de Cartman, persécuteur, sauveur, victime. Donc, il se pose en sauveur, et ensuite il devient votre persécuteur, et vous êtes une victime, et c'est difficile de résister. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Si je suis trop long, vous me le dites, mais j'ai réfléchi à ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu vivre en tant que patron, et puis j'ai vu un peu ce que proposait la littérature. À propos de littérature, je me suis dit que quelques références pourraient vous intéresser. Donc je vous ai amené un classique qui s'appelle « Comment réussir à échouer » de Paul Watzlawick, qui est vraiment une lecture tout à fait recommandable. Un de nos profs de l'INSEAD, Manfred Catte-de-Vries, La phase cassée du leadership. Et alors là, il y a plein de choses qui peuvent compléter utilement ce que Vincent va vous raconter. Dealing with difficult people. Et puis de mon maître en matière d'analyse systémique, Jacques-Antoine Marevitz, Petit deuil en entreprise. Bon, j'ai pris juste que ces quatre-là en me disant, de toute façon en 1 heure, j'ai pas le temps de faire beaucoup plus. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, d'abord on essaie de se ménager. On essaye d'amener son manager sur des résultats, non pas sur des résultats justement, mais l'amener sur le plaisir. C'est-à-dire le faire sortir de sa zone de confort. Lui, il veut des résultats, ben vous lui parlez du plaisir de faire le boulot. Il vous demande de lui envoyer la présentation que vous devez présenter dans quelques jours, tout de suite. Alors vous lui envoyez une slide par demi-journée, de façon à pouvoir que le contrôle passe à votre niveau et pas au sien. Il essaye de vous pousser à la faute, de vous maintenir dans l'échec. Alors il faut être capable de s'en extraire, de s'en rendre compte, et bien évidemment de documenter. Le manager abusif, lui, il essaye de faire tout à l'oral, et vous demandez confirmation par écrit, vous construisez votre dossier. En réunion, il s'amuse, il ou elle d'ailleurs, parce que j'ai vu des managers femmes, notamment dans le métier du luxe que j'ai fréquenté. Ça se passe beaucoup dans le luxe. Pourquoi? Parce que dans le luxe, on a énormément d'argent, on n'a pas grand-chose à faire. Paradoxalement, le marketing des métiers du luxe n'est pas très poussé par opposition au marketing des cosmétiques ou de la grande conso. Et donc, eh bien, les gens passent leur temps à gossiper, et il y a des prises de pouvoir. Ça sent le vécu, il y a des prises de pouvoir qui se passent, les conciliabules dans les couloirs, bref. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Alors la mauvaise foi est hontée, donc ça je vous ai donné quelques exemples. Le manager toxique, il est aussi paranoïaque. C'est-à-dire qu'il a l'impression que tout le monde lui en veut, d'où cette idée de contrôler, de super contrôler. Et alors si c'est un pervers narcissique, parce qu'en général c'est assez souvent des pervers narcissiques, donc pour ceux qui ne connaissent pas la définition du pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a une faible empathie et qui est complètement égocentrique et destructeur. Donc si c'est un pervers narcissique, il va essayer de vous pousser à bout pour finalement faire en sorte que vous tombiez dans le burn-out. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution que de partir, vous mettre en arrêt maladie, d'avertir la hiérarchie. En conclusion, pour répondre à la question, sur ce manager toxique, pour répondre à l'interrogation du management inhumain, vous vous préservez, vous sortez du jeu éventuellement, vous écrivez un blog, et vous travaillez sur votre confiance en vous, sur vos propres failles, parce que le pervers narcissique ou le manager inhumain sait détecter consciemment et surtout inconsciemment quelles sont vos failles. Et vous essayez de vous reconstruire en rétablissant un projet de vie, en travaillant sur vos valeurs, sur votre éthique,
sur ce qui est véritablement important pour vous dans la vie. Et si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie à la définition du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, les 5 phases de deuil. Le manager toxique vous pousse à ça, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Accepter pour vous, ça veut dire partir, en un mot comme ça. Mais ça, c'est le management inhumain. Mais on va peut-être parler maintenant du management humain. Exactement. Est-ce que je peux vous poser une question? Comment est-ce que ces gens arrivent à de tels postes? Alors, je vous propose, alors on va répondre tout de suite à votre question parce que vous la posez. Je vous propose d'attendre la fin de l'introduction ensuite pour les autres questions pour que le débat puisse tourner. Mais comme vous avez posé la question, on y répond tout de suite. Oui. Alors, ce sont des gens brillants. Ce sont des gens qui en imposent, maîtrisent parfaitement l'oral, qui viennent, en l'occurrence mon directeur marketing, ce pervers narcissique qui a fait beaucoup de mal dans l'entreprise, avait été embauché par L'Oréal en venant de la publicité, donc d'un milieu, nous on sortait des grandes écoles de gestion, style HEC, INSEAD et autres, lui il venait de la publicité et il avait fait quelques campagnes qui avaient eu un certain retentissement. Et donc, séduit par ça, les managers l'avaient embauché. Bon, ensuite il a fallu reconstruire le champ de ruines qu'il avait laissé derrière lui. Pour la petite histoire, il a mis fin à ses jours quelques années après. Il a bien fait. Voilà. C'est un peu définitif, mais nous en passons maintenant au point de vue de la recherche, que ce soit sur la recherche-action avec les relations entre directeurs de thèse et doctorants, ou bien la recherche plus fondamentale sur des managers extérieurs à l'université. Vincent. Oui, merci Daniel pour un lancement. Ça, c'est un lancement. Moi, je pense. Oui, ok. Pour introduire deux, trois petites définitions. Parce que management, leadership, pouvoir, c'est des mots qu'on utilise de façon interchangeable et sans prêter une réelle attention à ce qu'ils contiennent. C'est des mots valises, c'est des mots dans lesquels il y a beaucoup de choses. Alors, je voudrais vous proposer les définitions à la fois académiques et audibles, compréhensibles de ces trois mots parce qu'ils sont importants. Le premier mot dont il faut avoir connaissance, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité d'une personne A à faire à une personne B quelque chose que la personne A n'a pas envie de faire. C'est ça le pouvoir. J'ai le pouvoir de vous virer, je suis votre manager, j'ai le pouvoir de vous virer. Vous n'avez pas envie, vous avez envie de continuer à travailler, j'ai le pouvoir de vous virer. Après, sous des modalités, éventuellement, je peux le faire pour des raisons qui tiennent plus à la perversion et au narcissisme qu'au bon business, mais c'est le pouvoir. Première définition, j'y reviendrai pas forcément, mais parce qu'on est plus sur une distinction entre deux autres termes qui sont vraiment très importants, c'est la distinction entre le management et le leadership. Le management, on va dire, c'est le hard. C'est les décisions que l'on peut prendre, c'est les décisions que l'on peut prendre et qui sont ou qui pourraient être écrites. Je décide d'accorder une promotion, une augmentation, ou je décide de muter quelqu'un moi en tant que manager, je décide de muter quelqu'un, je peux l'écrire, même d'ailleurs, la plupart du temps, je dois l'écrire. Hein, ça doit laisser une trace. Je décide d'organiser mon service, moi comme CEO, comme PDG, je décide de regrouper les fonctions vente et marketing et d'avoir un seul directeur à la fois pour les ventes et le marketing. C'est une décision, elle est écrite, il faut que j'envoie une note de service, que tout le monde soit au courant, sauf si effectivement, à nouveau, je suis pervers narcissique et j'entretiens la confusion. Enfin, tout ce qui est de l'ordre du management, et je vous propose de garder ça en tête, normalement ça clarifie un peu les choses. C'est qu'est-ce que je décide, quelles sont mes décisions, et en gros, qu'est-ce que je pourrais écrire. On va dire quelque part le hard. Le leadership, pas par opposition, au contraire, par complément. Le leadership, c'est le soft.
Le leadership, c'est la capacité à influencer des gens indépendamment ou en plus du pouvoir ou du management. C'est la capacité à faire en sorte que des gens suivent une idée, se mobilisent eux-mêmes, internalisent quelque part la nécessité de bien travailler et le font quelque part de leur... comment dire, se sentent amenés à faire ça. Alors il peut y avoir du leadership par la terreur, il peut y avoir du leadership, il peut y avoir du mauvais leadership, il peut y avoir du leadership pervers, il peut y avoir du leadership méchant. Je viendrai dans un instant à des formes de leadership dont des recherches récentes ont montré que, à la fois en faisant du bien aux gens, à la fois en étant humaines, elles permettent d'arriver à des résultats. Et alors, juste pour compléter le tableau, si vous voulez, le focus majeur même de nos écoles de commerce, de nos écoles de business, il a longtemps été sur une sorte de scientifisation du management. Et management, alors là, on ne faisait même pas la distinction entre management et leadership. Hein, on voulait, vous avez tous entendu parler du taylorisme, hein, dans lequel on assigne une mission, une fonction à une personne, et puis c'est le Charlot des temps modernes, hein, on est là pour visser un boulon, ah, pour le coup c'est pas humain, quoi. Pourquoi? Parce que ça correspond à une sorte de métaphore de l'organisation, une métaphore de l'entreprise, qui est l'entreprise c'est une machine. Et évidemment, quand on se fabrique sa propre métaphore, c'est qu'on se présente comme le maître de la machine, et donc évidemment on imagine que tous les autres sont au service de la machine. Et alors ça favorise, pour répondre notamment à votre question, je veux dire, dans la métaphore de la machine, à chaque fois qu'il y a une personne qui est juste jugée non pas comme une personne, mais comme une fonction, je veux dire, le caractère de la personne, on s'en fout. Ça peut être quelqu'un de bien, ça peut être un fou furieux, ça peut être un pervers, ça peut être un toxique, on s'en fout. Son boulot, c'est de remplir le reporting trimestriel, c'est de faire fonctionner les gens en dessous, et après la manière, on s'en fiche. Et donc, dans cette logique de management scientifique, dans cette logique qui va aussi avec quelque chose que vous connaissez, qui est la bureaucratie, le fait d'avoir aucune attention à l'humain, le fait de voir la machine, l'organisation, et non pas les gens dans l'organisation, eh ben, ça laisse place à quantité de dérives et à quantité de gens en souffrance. Voilà. Le dernier, et par opposition à la métaphore de la machine, et ça c'est un point qu'on fait valoir quand on visite, quand on fait des recherches dans les entreprises, quand on conseille des dirigeants, ce que je fais par ailleurs, quand on les amène à faire la différence entre la métaphore de la machine et la métaphore de la communauté, on se rend compte qu'on change de perspective sur le leadership, sur le management et tout ça. C'est que si on voit l'entreprise comme une communauté de gens, bah, le management devient moins important et le leadership devient important. Et à ce moment-là, l'humain remonte en température quelque part. Voilà. Je vais rapidement terminer juste pour lancer le débat. Vous parlez de quelques recherches récentes. Alors quand je dis récentes, c'est depuis les années 2000, hein, c'est pas non plus... sur le leadership proprement dit. Je voudrais vous parler d'une théorie qui s'appelle le leadership authentique, qui a été théorisée sous plusieurs formes. Je vais vous dire celle à laquelle je suis le plus familier. Le leadership authentique, ça comprend 4 éléments. Premier élément, un leader authentique, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance de lui-même, ce qui nous renvoie directement au travail qu'on fait pour se libérer d'un manager non authentique et d'un manager toxique. Hein, c'est qu'avoir une bonne connaissance de ses propres forces, mais aussi de ses faiblesses, mais aussi de ce à quoi on est bon, ce à quoi on n'est pas bon, ce à quoi on a du talent et ce à quoi il vaut mieux faire appel à d'autres pour arriver au résultat. Donc la self-awareness, la connaissance de soi, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est une communication transparente, une communication qui intègre les communications, ça va dans les deux sens. Hein. C'est j'écoute et je parle. Souvent on entend communication, un manager qui communique bien, c'est un manager qui parle bien. Mon œil commence par écouter bien.
Le troisième élément, c'est l'éthique. Hein, quelqu'un qui se préoccupe de la question de savoir si les décisions qu'on est en train de prendre, est-ce qu'elles sont bien au sens moral ou pas. Et la quatrième dimension, c'est la capacité à prendre des décisions en intégrant plusieurs perspectives. Ça, c'est le management authentique, hein, self-awareness, décision équilibrée, éthique et communication transparente. Le dernier modèle que je vais juste mentionner, il est là beaucoup plus novateur, et c'est marrant parce que même en recherche en management, on a du mal à le faire publier, on a du mal à le faire admettre. C'est un modèle de leadership qui s'appelle le servant leadership, dans lequel on retourne la pyramide et on met le manager au service de ses collaborateurs. Et là, je ne vais pas vous lister toutes les dimensions, mais juste vous en citer 2 ou 3. Le manager, le servant leader, il considère que les besoins, les aspirations, surtout les aspirations en vrai, de ses collaborateurs sont plus importantes que l'atteinte des résultats de l'entreprise. Le servant leader, c'est quelqu'un qui est capable de venir au secours quelque part, de s'intéresser aux émotions de ses collaborateurs lorsque les collaborateurs ont un coup dur, même un coup dur personnel. Voilà, donc c'est deux caractéristiques. Et le servant leader, il a aussi une troisième caractéristique, c'est quelqu'un qui s'attache à créer de la valeur pour la communauté. Et pas seulement alors pour la communauté de l'entreprise, mais aussi au-delà de l'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un qui donne un sens au travail. Voilà. Et j'attire votre attention sur ces deux formes de leadership. Pourquoi? Parce que un management mécanique, un management machine, on sait que ça marche. Ça marche. Il y a pas, après, ça laisse les dérives, laisse des traces et laisse des gens complètement esquintés sur le bord du chemin, mais c'est des dommages collatéraux, hein, quelque part. Mais le management scientifique, le management technique, c'est-à-dire le management sans âme, le management inhumain, ça marche. Le point important, c'est que le management humain, le servant leadership, le authentic leadership et d'autres formes associées de leadership, ça marche aussi. Ça marche aussi. C'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui sont plus épanouis, plus contents, plus heureux, qui se développent eux-mêmes, qui n'ont pas besoin de se remettre et de faire le deuil d'une expérience de travail épouvantable, traumatique. Donc ils sont contents, des collaborateurs contents, mais le business, il tourne aussi. Et le business tourne bien. Donc les deux, le management inhumain, ça marche avec des collaborateurs parfois malheureux, et le management humain, ça marche avec des collaborateurs heureux. Puisqu'on parlait de servant leadership, de maître et de serviteur, bah ça devient tout de suite égalien, et puisqu'on parle d'égal, on parle de dialectique, et le management café ne fonctionne que si on interagit. Donc est-ce que vous pensez que le management peut être humain? Est-ce que travailler avec un servant leader, ça vous fait envie? Est-ce que travailler avec un manager toxique, ça vous fait envie aussi? On ne sait jamais, tous les goûts sont dans la nature. Alors, madame? Mais je crois qu'on vous entendra pas très très loin en fait. J'ai la voix qui porte. Ah, votre guise. J'ai l'impression que ce genre de management, on les retrouve surtout dans les grosses sociétés où ce sont des managers qui ont un manager au-dessus. Et donc chacun a un supérieur qui lui met la pression, et j'ai l'impression que le manager se venge un peu sur la personne qui est en dessous, je veux dire inférieure. Et voilà, c'est un cercle vicieux. Et je voulais aussi vous demander si ces managers, lors de leurs études, qu'est-ce qu'on leur apprend? Est-ce qu'on leur apprend pas que plus les employés sont heureux, et plus ils travaillent bien en fait? Alors peut-être qu'on va prendre une question à la fois, mais n'hésitez pas. À moins que vous nous remontiez sur... Non, moi je voudrais, c'est plus un témoignage, un peu de bonheur. Bien, je vous laisse partager votre bonheur alors. Merci, parce que le bonheur, ça se partage tout de suite.
Par rapport à ce que vous avez dit et aux différentes expériences, donc voilà, je vais avoir 50 ans, je travaille à la Commission européenne, donc il y a une grosse organisation. Et mon témoignage, c'est que on met en place un management participatif où en fait l'idée c'est d'être heureux au travail. Donc les gens rigolent beaucoup en disant ouais, enfin, tu fumes un peu quand même, voilà, mais bon, c'est possible. Dans une grande organisation, c'est possible. Il y a, voilà, il y a des théories, il y a des expériences, on est très proche de ce qu'a écrit Frédéric Laloux. Et c'est possible dans une grande organisation. Donc effectivement, il y a des gens qui sont toxiques, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas toxiques. Il y a des gens qui se développent tard, en fait, sur ce genre de management. Donc moi, j'ai une formation classique, j'ai fait de l'économie, j'étais à la fac en France. On ne m'a pas appris ce que c'était, si c'était bien ou pas bien, tu fais ça, puis c'est tout ce que tu penses, on s'en fiche. Mais un peu plus tard, il y a des jeunes femmes aussi, donc c'est bien d'avoir des gens jeunes, parce que vous représentez peut-être le futur. Enfin certainement en tout cas, et voilà, c'est possible, même dans des grandes organisations c'est possible. Voilà, donc je peux parler de ça très longtemps parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on fait bien. On finance des entreprises qui sont hyper innovantes, donc ça marche très bien, on travaille énormément, mais on est très heureux au travail, on a un peu d'absentéisme, on a des super résultats, on fait la fête, on sort ensemble, on se parle, on a encore plein de choses à découvrir. Mais c'est tout à fait possible, donc des managers pas toxiques et des chouettes, il y en a. Des humains, il y en a, même dans des grandes organisations, et on est prêt à témoigner. Voilà, c'était pour apporter une note positive à ce que vous aviez dit. Merci beaucoup. Mais ce que je vois dans les deux premières interventions, c'est que d'un côté, il y a l'idée que dans une organisation plus grande, va y avoir une accumulation de difficultés, et de l'autre que finalement c'est possible. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je passe peut-être la parole à Daniel Fulda d'abord. Oui, juste pour l'histoire de l'éducation. Il se trouve que j'enseigne aussi en grande école en France, autre chose, hein, stratégie ou autre, mais que ça soit dans nos écoles de gestion ou dans les écoles d'ingénieurs en France, aujourd'hui, il y a des cours d'éthique, il y a des cours sur comment justement identifier le management dysfonctionnel, de façon à le compenser. Et je pense que Vincent va en parler sur Solvay après. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce que je vous ai donné comme exemple avec les managers toxiques, on peut le trouver n'importe où, dans les administrations, communales, départementales, fédérales ou autres. On peut le trouver pas uniquement dans les entreprises, dans des associations, dans des ONG ou autres. À partir du moment où les gens ont un minimum de pouvoir, comme disait je ne sais plus qui, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend fou absolument. Je crois que c'était Montesquieu. Quelque part, c'est effectivement le risque. Maintenant, le bon côté des choses, c'est que les millennials, dont certains d'entre vous font partie, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 80, 85 et 2000, vous avez changé de paradigme. Les structures hiérarchiques se sont écrasées, vous n'acceptez plus tout et n'importe quoi dans les entreprises, si ça ne vous plaît pas, vous partez, vous n'hésitez pas à dire votre mot à la hiérarchie lorsqu'elle est dysfonctionnelle, et ainsi de suite. Donc je pense qu'effectivement, ces millennials, la fameuse génération Y, vous êtes en capacité de profondément modifier les structures dont vous pouvez hériter de la part de vieux croutons. Voilà. Oui, alors l'enseignement du management, c'est... Alors donc management, à nouveau, mot valise, et dans les écoles de management, non content de confondre management et leadership, on mélange sous le terme management plein de choses, finance, stratégie, marketing, enfin énormément de choses. Bon. Donc les écoles de management, elles ont comme tradition désormais, depuis une vingtaine d'années, d'avoir les yeux rivés sur ce qu'on appelle la bottom line. Et la bottom line, on a un peu la tradition, où certaines d'entre elles, particulièrement aux États-Unis, depuis l'essor du néolibéralisme dans les années 2000, les écoles de management se sont prises à véhiculer l'idée qu'une entreprise, ça sert d'abord à dégager du profit pour les actionnaires. Et un peu
au détriment des autres considérations. Il a fallu qu'effectivement, depuis quelques années, il y ait des mouvements de pensée alternatifs, contradictoires, qui ont fait que, à Solvay, effectivement, il y a des cours d'éthique qui sont obligatoires, qui font partie du cursus. Il y a des cours un petit peu différents où on apprend à utiliser la finance à d'autres fins que de faire des profits immédiats sur les marchés. Un grand département de microfinance qui recherche comment les mécanismes financiers, même les plus sophistiqués, peuvent servir à venir au secours d'une communauté dévastée par un tremblement de terre ou par... voilà. Donc ça, c'est des mouvements qui sont récents, qui dans une certaine mesure sont marginaux. Ils sont marginaux si on les regarde un par un. Mais au final, la corporate social responsibility, c'est quelque chose qui rentre quand même largement dans les mœurs, y compris dans les business schools. Alors effectivement, quand on a 25 ans, qu'on cherche à faire un MBA, et que c'est généralement pas pour aller cultiver des artichauts sur le Larzac. C'est pour rentrer dans une banque d'affaires, rentrer le plus de pognon possible. Non, il n'y a pas d'artichaut dans le Larzac, c'est ça? C'est pas ça, c'est que mon expérience à l'INSEAD, juste une parenthèse, mon expérience à l'INSEAD, j'ai environ 10% de nos étudiants qui décident de rentrer dans des ONG, qui décident de faire la social responsibility, d'aller creuser des puits en Inde, de combattre la dévastation écologique en Chine, et ainsi de suite. Il y a 10% dans les ONG, et si on ajoute les entrepreneurs sociaux, et si on ajoute les entrepreneurs, on arrive probablement à un tiers. Et donc effectivement, cette génération est en train de bousculer tout le monde. L'une des disciplines que j'enseigne, si vous voulez, la stratégie, sur laquelle je recherche la stratégie, elle intègre pas du tout ça. Je veux dire, cette génération-là, la génération effectivement des gens qui sont aujourd'hui à l'école ou qui vont y être ou qui l'ont quitté depuis pas longtemps, elle bouleverse un certain nombre de choses. On s'éloigne un petit peu du management humain, etc. Mais il y a quand même cette big picture, il y a quand même ce grand paysage qui demande à être, qu'on gagne à avoir à l'esprit quand on discute de ces questions de management et de leadership. Mais à nouveau, il y a 15 ans, management et leadership, on ne faisait même pas la différence. Il y avait un truc qui s'appelait sociologie des organisations ou comportement des organisations. Et le comportement des organisations, c'était comme regarder des fourmis dans un... c'est comment les fourmis s'agitent à l'intérieur d'un aquarium dans lequel on a mis de la terre. C'est à peu près de cet ordre-là. Alors, est-ce que les fourmis vous intéressent? Monsieur Fulda, tout à l'heure, quand vous avez décrit le manager toxique, j'ai cru reconnaître quelqu'un, mais comme vous avez dit, ils sont souvent brillants. Ils sont souvent brillants, je me suis dit, ça ne va pas être lui. J'ai cru reconnaître Donald Trump. Dans tout ce que vous aviez dit. Je crois que ça colle très bien au personnage. Alors, je crois heureusement et grâce à la jeune génération, j'adhère tout à ça, que les managers toxiques, c'est une race en voie de disparition. Heureusement, petit à petit. On va peut-être encore trouver quelques talents chez des jeunes, mais bon, voilà. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait la vie derrière. Il faut oser s'exprimer beaucoup plus. Ils ont beaucoup moins peur de quitter, etc. Par contre, il y a 31 ans que je suis à mon compte, mais avant, j'ai travaillé dans des grosses structures aussi, et j'ai connu 2 managers hyper toxiques. À tel enseigne, c'était un gros bureau de consultants, on était 400 consultants. Lorsqu'un gars qui était ingénieur civil, docteur en économie et MBA, il avait 50 ans, il était convoqué chez le patron, on voyait dans le couloir où il allait, il était blanc comme un mort, il tremblait. J'ai connu ces gars-là. Mais paradoxalement, ils sont souvent des faibles. Et si vous trouvez le moyen de percer leur carapace, alors ils viennent vous manger dans la main. J'ai connu ça 2 fois. Ça peut arriver, mais pas nécessairement. Voilà. Ça peut arriver. Il suffit de voir avec leur femme en général. Alors, on va peut-être garder l'idée de la faiblesse de ces managers, mais je voyais 2 réactions, et pour faire circuler la parole, je m'adresse à madame au fond de la salle. Voilà, bonsoir. Moi, je ne pense pas du tout que ces managers toxiques sont en voie de disparition.
Et je m'y confronte en fait assez couramment. Alors bon, j'espère, j'ai une collaboratrice à côté de moi, donc j'espère qu'elle ne va pas quand je partirai me qualifier de manager toxique, parce que je suis à la tête en fait d'une organisation publique qui est le Service fédéral des pensions, bon, qui est une entre guillemets grosse entreprise, c'est 2500 personnes. Voilà, alors là je partage effectivement dans les grandes entreprises, le problème en fait c'est le nombre de couches hiérarchiques qui peuvent exister. Je pense que la première chose à faire c'est de diminuer les couches. Alors je dis tout de suite qu'en fonction publique c'est très compliqué parce que chacun en fait s'accroche désespérément à son titre et à sa couche de pouvoir et son bureau, voilà, et le nombre de fenêtres, et enfin voilà, toutes ces considérations là qui peuvent rentrer en compte. Donc je pense que c'est le premier travail à faire, c'est effectivement à désacraliser les titres, les fonctions et le pouvoir. Voilà, la notion de servant leadership, moi, me parle énormément parce que c'est la première chose que j'ai dit quand je suis arrivée, c'est que je suis à leur service et pas à mon service. Et je pense que c'est tout ce qui va faire la différence aussi entre un manager et un leader. Moi, je suis contre cette... Enfin voilà, j'ai fait une partie Solvay aussi. Donc je me revendique, je ne suis pas un manager et je suis plutôt une leader et j'y tiens et je travaille là-dessus tous les jours parce qu'un manager il manage, c'est de la fonction, il regarde ses KPI, il regarde tout ce qu'on veut mais il ne regarde pas ses collègues, il ne regarde pas ses collaborateurs, il ne les voit que en fait à travers des fonctions. Je pense que ça c'est vraiment, enfin voilà, moi le terme, je le vois parce que je vois derrière Economics and Management. Voilà, je pense que là, il y a vraiment une grande différence à faire. Maintenant, et même chez les jeunes, alors peut-être que je suis pas née dans les bonnes années, je suis née un peu trop tôt et que j'ai loupé ma génération après, mais je pense que je suis pas encore un vieux croton. Je pense que chez les jeunes, on retrouve malheureusement les deux encore. Parce qu'il y a encore cette notion de pouvoir, cette notion d'avoir un contrôle et de vouloir en fait s'imposer. Et je pense que là, quand on dit qu'ils sont en voie d'extinction, malheureusement non. Et moi, je les vois même chez les plus jeunes, qui s'accrochent justement à la fonction, qui s'accrochent au titre, qui s'accrochent en fonction publique. Vous savez, il y a des gradations. Ah oui, mais moi, je suis à 3. Oui, mais enfin, toi, t'es juste... Enfin, voilà. Je te demande juste de prendre en compte tes collaborateurs et je m'en fous que tu sois A3, A2, A1, conseiller général ou pas. Mais... Et c'est là-dessus en fait qu'il faut jouer, c'est que je pense qu'il faut vraiment désacraliser une série de choses en entreprise pour remettre en fait que tout le monde travaille dans la même sens et dans un sens de communauté. Et c'est vrai que c'est pour moi c'est toujours l'ego, parce que c'est vraiment une question d'ego, contre l'éco. Et l'éco en fait c'est voilà, l'écologie, mais au sens où ben, on prend un sens tous en fait dans une même communauté. Et on doit en fait faire grandir cette communauté. Donc voilà, mais malheureusement, je pense qu'il y a encore du boulot, même chez les millennials, parce que moi j'en vois certains débarquer et j'ai juste envie de sortir la lime et leur casser un peu leurs dents pour que ça revienne en fait après. Merci bien, on va peut-être prendre la réaction de madame. Donc enfin, on en vient à un débat sur les faiblesses des managers, leur ego, et puis le fait de savoir si l'âge fait quelque chose à l'affaire, comme disait Georges Brassens, un peu comme il le chantait. Non, pas d'autres réactions? Bah donc je m'adresse à notre spécialiste. Juste en complément, l'écologie, mais aussi les causes employées, puisque aujourd'hui, d'après quand on voit l'évolution des entreprises, bien sûr, il y a faire du profit, il y a les shareholders, mais il y a de plus en plus les stakeholders, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent profiter de l'écosystème, c'est-à-dire les clients, les employés, et pas uniquement les shareholders. Juste en complément de ce que vous dites, malheureusement, ce côté petit chef de gens qui peuvent être aigris, frustrés ou qui veulent manifester leur pouvoir à tous les niveaux se retrouvent partout, y compris par exemple dans le service social. Qui n'a jamais eu affaire dans les hôpitaux à une chef de service ou une responsable infirmière qui martyrisait certains de ses employés, enfin du groupe qu'il ou elle pilotait de manière exagérée. Voilà. Absolument. Mais ça évoque deux choses. La première, c'est que, et pour rebondir, je voudrais vraiment
réinsister, pardon si ça fait peu répétition, mais management et leadership, c'est vraiment deux choses complémentaires, différentes. Et on peut être manager et pas leader, on peut être leader et pas manager. Je veux dire, d'ailleurs, il y a des gens qui ont une sorte de talent naturel pour le leadership, qui sont naturellement des influenceurs, parce qu'ils parlent mieux, parce que si, parce que là, parce qu'ils sont en général intelligents. Il se trouve que ces gens-là, parfois, ils sont pas reconnus par la structure, parce qu'ils n'ont pas eu les diplômes, ou ce genre de choses. Enfin, typiquement, le leadership sans management, c'est un certain nombre de leaders syndicaux, par exemple, ou de leaders politiques. C'est des gens qui ont du leadership, c'est des gens qui ont de l'influence et qui gagnent de l'influence et qui exercent leur influence dans des contextes qui ne sont pas les contextes du management. Donc il y a cette différence. Le deuxième point qui me vient à l'idée, c'est de venir un petit peu au secours de ces pauvres managers. On a été en situation de management. Vous, moi, on a été en situation de management. Un manager toxique, on a vu ce que c'était au-dessus. Mais il y a aussi des collaborateurs toxiques. Il y a aussi des collaborateurs que, en tant que manager et même qu'en tant que leader, quand on a la responsabilité d'un département, d'une entreprise, quelle que soit la taille, il y a des gens avec qui ben, c'est vraiment pas simple de fonctionner. Il y a des gens qui sont malheureux. Et il y a des gens qui sont malheureux, qu'on soit servant leader, qu'on soit manager, qu'on soit leader authentique, qu'on soit, quelle que soit la forme de management ou de leadership qu'on pratique, il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui sont toxiques, il y a des gens qui vous foutent le point de suspension. Et vous, et moi, et nous, en tant que manager, en tant que leader, on est responsable des résultats. Quand on a quelqu'un qui effectivement sème le désordre ou empêche d'arriver aux objectifs qui sont les nôtres, dont on est responsable, sur lesquels on s'est engagé, je ne parle même pas quand on est entrepreneur, on doit gérer ça. Et pour le coup, en école de commerce, on n'est pas forcément formé à ça. Ça, pour le coup, les cas difficiles, gérer les collaborateurs toxiques, ça ne fait pas partie du curriculum jusqu'ici. Mais on pourrait peut-être y penser. Peut-être que vous avez des expériences de collaborateurs toxiques, ou vous dites j'ai peut-être été toxique tel jour, ou... je vous passe le temps. Je voulais simplement soumettre une définition qu'on m'a donnée un jour du management. Ça vient de l'expression faire le ménage. Manager. Oui, alors moi j'ai une énorme réticence presque quasi allergique à l'égard des étymologies dans le monde dans ces disciplines-là, parce que manager et faire le ménage, ça me fait penser à une autre étymologie qui est celle du travail, qui vient de l'instrument de torture. Je veux dire, à partir du moment où on considère que le travail est un instrument de torture, effectivement, on est obligé de forcer les gens à travailler, on est obligé de les mettre dans des cases pour être sûr qu'ils feront le boulot. Et ces étymologies-là, qui évidemment existent et qui nous marquent et qu'on a tous imprimées quelque part dans la tête, ces étymologies-là sont trompeuses et ne rendent pas compte de la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, qui est que tous, hommes, femmes, de toutes les générations, on a intégré depuis les 50 ou 100 dernières années que travailler, c'est normal. Travailler dans une organisation, c'est normal. On se projette de façon extrêmement majoritaire à travailler dans une organisation. Ça peut être notre organisation parce qu'on est entrepreneur, ça peut être une association, ça peut être un service public, mais on a tous intégré. Et donc, les gens, nous savons que bosser, ça fait partie de la vie. Et puis en plus, comme on y passe la majorité du temps réveillé, autant on assume, je veux dire, on n'est pas bête. Moi, je vais pas travailler parce que je vais me faire torturer. Et Daniel non plus, et Pierre-Guillaume non plus, enfin, en tout cas, c'est pas la tête qui donne. Non, juste un point sur manager les gens et sur le fait que l'éducation a tellement insisté pendant tellement longtemps sur le côté mécanique, sur le côté mécaniste, sur la métaphore de la machine. On a totalement négligé un point qui est central
dans le management des gens, enfin dans la gestion des gens, je vais sortir, qui est les émotions. Qui est les émotions. Je veux dire, on est tous sujets des émotions. Voilà. Bon, mais gérer ses propres émotions, ça prend quelques années à apprendre à le faire. Gérer les émotions des autres, ça va avec, mais c'est pareil, c'est pas facile. Moi, en tant que manager, la première fois où j'ai fait un entretien dit d'évaluation, on pourrait parler du terme, mais faire un entretien annuel avec une collaboratrice qui s'est mise en pleurs, bah, je me suis senti comme un idiot, quoi. Qu'est-ce que je fais? J'étais en train de lui dire, tu vois, là, ça, voilà, moi, ça m'allait bien, là, il y a un truc. Oh, ton pleure. Et je fais quoi, moi? J'ai pas appris ça. J'ai pas appris ça, c'est pas une personne toxique. Vous voyez, c'est qu'il y a des non-dits dans toute cette question du leadership et de la dimension humaine des relations en entreprise, qui sont des non-dits, mais qui sont des non-dits essentiels. Daniel, tu veux ajouter quelque chose? Non? Alors, revenons aux émotions, avec plaisir. Dans la manière dont on travaille, c'est clair que les émotions, c'est un élément qui est important. Et depuis petit, on ne nous a pas appris à gérer nos émotions à l'école. On s'en fiche de savoir si on va bien ou on va pas bien. On est là pour travailler, avoir des bonnes notes, on est évalué tout le temps. Et donc dans un contexte professionnel, c'est la même chose. Et de dire ces émotions, je me sens bien, je me sens pas bien, je voudrais faire ça, je travaille dans une équipe, et même donner du feedback, parce que donner du feedback, c'était bien, on a bien bossé, on a des bons résultats. C'est difficile de dire à un groupe, c'était bien, on l'a bien fait, c'était chouette. Tout ça, on doit s'améliorer, et c'est quelque chose, c'est des choses qu'on doit apprendre, et même si c'est tard, on se développe avec ça, et on voit que au quotidien, on apporte dans un groupe des choses qui sont plus agréables pour tout le monde. Alors c'est un apprentissage, il y a des pleurs, il y a des coups de gueule, il y a des colères. Puis ce qui est chouette avec les gens plus jeunes, c'est qu'ils le disent. Je suis pas d'accord, pourquoi tu vas faire ça? C'est pas bien, c'est pas comme ça. Donc on discute, il y a des choses qui sont mises sur la table avec des émotions, mais voilà, on a des coachs aussi pour nous aider, pour dire voilà, comment on fait, est-ce qu'il y a des modèles, comment on apprend à gérer ce genre de choses, et que peut-être on pourrait apprendre à ça, à gérer les émotions depuis tout petit, à l'école, ou après dans les études supérieures, mais je sais pas, c'est peut-être un message pour vous aussi, mais c'est quelque chose qui est compliqué. Vous me dites, vous avez quelqu'un qui vous dit, ça n'a pas bien marché, j'aimerais bien le faire peut-être différemment. Qu'est-ce que tu en penses? On a une personne qui s'écroule, si on est un peu émotif, on pleure avec. Et si on n'est pas du tout émotif, on dit mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et peut-être qu'on est considéré comme un manager toxique parce qu'on devient méchant. Voilà, et tout ça, je pense qu'on doit apprendre à discuter de ça et à mettre ça sur la table et de dire oui, on a des émotions et qu'aussi comme manager ou leader, quand on arrive et quand on gère une équipe, voilà, mes points forts c'est ça et mes points faibles c'est ça. Et je vais devoir les développer aussi avec vous et je pense que c'est des choses qui doivent être mises sur la table. Juste pour rebondir, puisque visiblement je joue le rôle de grand témoin ce soir, manager et leader, je l'ai été, je pense avec un certain succès. Là où j'ai vraiment changé ma vie, c'est lorsque je suis passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire en tant que coach, en essayant de comprendre le pourquoi du comment, pour, entre guillemets, m'améliorer, en me rendant compte que les émotions sont essentielles, que si on n'identifie pas ce que j'appelle les 5 cavaliers d'Apocalypse, qui sont des drivers qu'on reçoit quand on est petit, on se pollue et on pollue les autres, à savoir en vrac, sois fort, fais fort, dépêche-toi, sois gentil ou sois gentille, sois parfait ou sois parfaite. Si on n'identifie pas ce qui ne fonctionne pas là-dedans, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Donc on ne peut pas être un bon manager, on ne peut pas être un bon leader. Donc je suis complètement d'accord. Je pense que les écoles commencent à mettre ça en place. Celle que je connais bien, dont Vincent et moi sommes issus, on a des cours de hobby, Organizational Behavior, où on prend en compte ça. On a des psychologues qui suivent les étudiants. On leur apprend à identifier joie, peur, colère, tristesse, et à savoir comment faire
ensuite lorsqu'ils dirigent, lorsqu'ils animent, puisqu'on les fait travailler sur la méthode des cas. Je pense qu'à Solvay ça doit être pareil. Rome c'est pas fait en un jour, mais je crois beaucoup en ce que vous, les millennials, allez être capables de faire passer. Je ne sais pas ce qu'en pensent les retraites au fond de la salle. Alors, et une remarque d'une participante, membre du Centre Émile Bernheim. Oui, merci. Justement, en tant que membre et collègue de Vincent et professeur à Solvay de psychologie, qui enseigne le comportement organisationnel leadership, justement, je trouve que ça revient aussi un peu à la question d'éducation. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos managers? Je trouve qu'on n'enseigne pas beaucoup de compétences humaines. Je trouve qu'on enseigne beaucoup de compétences techniques qui sont vraiment très douées sur tout un ensemble de choses. Mais il faut quand même voir l'évidence, c'est que beaucoup de nos étudiants, ils sont confrontés à un cours de psychologie une seule fois dans leur cursus. Donc là où on parle de gérer des émotions, comment motiver ses employés, gérer des dynamiques d'équipe. Donc bien sûr, il y a de la stratégie, il y a aussi corporate social responsibility, donc des choses qui sont liées aussi à ça. Mais vraiment, comment se gérer soi-même en relation avec les autres, ils ont très peu de cours. Et d'ailleurs, il y a aussi un décalage entre le cursus normal, on va dire, et le cursus en executive education. On voit qu'est-ce qui vient comme demande aux entreprises. Là, on a beaucoup plus de trucs de conflict resolution, negotiation. Ça veut dire que les entreprises sont en demande de ça. Donc peut-être que le modèle de business school va aussi changer s'il y a un autre retour de votre part, des entreprises, des organismes qui ont besoin de managers plus humains. Voilà, c'est juste ça ce que je voulais dire. Merci. Des réactions? Je vous en prie. Oui, bonsoir. Donc moi je travaille plutôt en PME et je voudrais réagir par rapport à votre remarque. Moi j'ai l'impression que pour pouvoir développer un management plus humain, la personne doit faire un travail sur soi-même et que c'est pas au travers de certains cours qui seraient donnés à l'UNIF que ça pourrait suffire, que c'est plus vraiment une volonté de grandir intérieurement et de faire tout un travail en soi-même et pas juste au travers de certains bouquins ou de certains cours qui seraient dispensés, mais vraiment d'avoir une volonté réelle de parcourir tout un chemin. Voilà. Quelqu'un veut réagir? Ah, voilà. Bonsoir. Oui, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, je suis tout à fait d'accord. Et parfois, cette prise de conscience du manager-leader vient avec la confrontation du réel, quand il est justement en train de manager et puis que tout d'un coup, il se rend compte que les méthodes qu'il a apprises ne suffisent pas, que des peurs se réveillent. Dans le pire des cas, on va du coup avoir un manager toxique, mais en tout cas que des peurs s'éveillent en lui et il se rend compte qu'il n'est pas assez armé au niveau de ses propres émotions pour faire face à des difficultés, des collaborateurs qui ne fonctionnent pas comme lui et qui vont le surprendre. Et donc dans ce cas-là, il peut y avoir une prise de conscience seulement à ce moment-là pour entamer un travail sur soi-même en fait. Voilà. Ceci dit, moi j'ai vécu des expériences très diverses, assez extrêmes en fait. Dans une des PME où j'ai travaillé longuement, il y avait un de ces managers qui était arrivé presque au niveau de l'entreprise libérée de Lagou. Et on s'est rendu compte après plusieurs années, donc ça a très bien fonctionné. L'équipe était très unie avec des personnes très différentes, mais il y a eu une énorme cohésion d'équipe grâce à ce manager leader. Il y a eu 30% de chiffre d'affaires en plus rapidement. C'était vraiment une équipe qui servait beaucoup tous ses partenaires, qui était reconnue par ses partenaires, ses clients. Enfin, c'était vraiment magique. Mais finalement, il y a eu un changement d'actionnaire et les nouveaux actionnaires ont pris peur parce que finalement, ce leader avait beaucoup trop de succès et donc quand vous avez des gens qui ont beaucoup de peur et un ego surdimensionné, ben, ces actionnaires-là, ils ont eu très peur et ils l'ont viré illico presto et ils ont chuté leur chiffre d'affaires. Ils ne sont jamais remontés, mais ils n'ont quand même pas regretté leur décision parce qu'au moins ils avaient repris le contrôle de la boîte. Donc, vous voyez, voilà, il peut se passer plein de choses dans la vie d'une organisation. Et le pire comme le meilleur. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des réactions, Vincent, de la salle? Donc, moi, je vois deux thèmes qui sont en train d'apparaître. Ah, madame. Ah non, je croyais. C'était le travail sur soi et puis l'inertie des institutions, enfin
des organisations qui peuvent être réticentes à accepter des modes de gestion différents, comme on entendait à l'instant. Travail sur soi, c'est un boulevard, effectivement. Malgré la résilience que prône Boris Cyrulnik, merci beaucoup. Une des choses que j'ai appris et dans les cours et dans la vie, c'est que paradoxalement, si on fait un pont avec la vie personnelle, la vie professionnelle par rapport à la vie personnelle, c'est une espèce d'énorme flèche. Elle influe énormément sur la vie personnelle. Alors qu'inversement, la vie personnelle influe très peu sur la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas en capacité de comprendre qu'est-ce qui se passe quand ça se passe dans votre organisation, donc si vous n'avez pas fait un minimum de travail de développement personnel sur vous, si vous êtes confronté à un manager atypique, comme ceux dont on vient de parler, rapidement vous allez être amené à vous dire, bon bah, quand je ne vais pas pouvoir changer l'organisation, il faut que je parte. Donc, et je vous rejoins complètement là-dessus, je pense qu'il est indispensable que toutes et tous, et ça devrait être aussi obligatoire, mais malheureusement on n'en est pas, c'est pas le cas, ça devrait être obligatoire comme lire, écrire, compter, de se poser des questions sur qui on est, ce que l'on veut faire, quelle est sa vie, qu'est-ce qui nous anime, et ainsi de suite. Faire un minimum de travail dès le lycée, dès les premières années de faculté. Voilà, ça c'est mon credo. Oui, mais pour compléter, il faut aussi avoir une conscience, enfin avoir une bonne conscience de soi qui est indispensable dans le leadership. Il faut vraiment avoir ces deux facettes en tête, management, leadership. Il faut connaître l'organisation, il faut connaître les comportements des organisations, il faut savoir que les phénomènes de pouvoir existent, il faut savoir que la politique existe toujours, et il faut intégrer ça pour être, comment dire, pour agir pleinement dans sa propre direction à l'intérieur d'une organisation. Il faut savoir que ça existe, il ne suffit pas de dire c'est de la politique, je ne veux pas en faire. Il ne suffit pas de dire c'est des abrutis, je ne veux pas bosser avec eux ou je fais le minimum. Ça fait partie de la vie. Manager toxique, ben, ça fait partie de la vie. En revanche, ça fait partie de notre responsabilité. On travaille sur la fabrication de la stratégie avec Paul Verdun, là, également prof à Solvay. Sur les gens qui fabriquent la stratégie, s'ils n'ont pas une conscience de ce qu'ils font au moment où ils le font, et s'ils n'ont pas une conscience que ce qu'ils font, c'est en train de devenir une erreur, et qu'ils n'ont pas la capacité de corriger le tir, bah, ils n'arrivent pas à garder les 30% de chiffre d'affaires en plus. Et le dernier point peut-être sur lequel on gagne à avoir conscience, c'est quand on est soi-même en position de manager, on est sous une forte pression. On a la responsabilité des résultats sur lesquels on s'engage. Quand on a une responsabilité, qu'est-ce qu'on veut faire? On a besoin de contrôler. Le premier réflexe, c'est d'avoir besoin de contrôler. Si je veux traverser la rue, qui est une mission pas trop compliquée, qui est individuelle, je veux contrôler que le feu est rouge et qu'il n'y a pas de voiture qui... rouge pour les voitures, vous m'avez compris. Et qu'il n'y a pas de voiture qui arrive. Ce réflexe de contrôle, il est naturel. Si on ne se rend pas compte de ça, et si par exemple en tant que collaborateur, en tant que salarié, on ne se rend pas compte que le manager qui demande un reporting, c'est parce que ça fait partie de sa mission, bah, on se met à côté de la plaque. Alors après, si le manager râle parce qu'il n'a pas le reporting, ça devient une relation toxique. Et c'est peut-être dernier rebond, et je rebondis sur mes rebonds, excusez-moi, mais le point de le leadership, il y a une école prédominante qui centre l'interrogation sur le leadership sur la personne du leader. Et on se dit, si cette personne a de l'influence, c'est à cause de cette personne. Parce que cette personne a des caractéristiques particulières qui font qu'elle a de l'influence, qui font que ses collaborateurs internalisent la nécessité
d'aller de l'avant et de suivre les objectifs d'organisation. Et en fait, ma conviction, c'est que cette vision-là du leader comme l'origine du leadership, c'est juste quelque chose de fallacieux. Et que la nature du leadership, c'est une nature relationnelle. Le leadership, c'est une relation entre une personne, alors qui en plus généralement est manager, en tout cas c'est ceux-là qui on s'intéresse le plus, c'est une relation entre un manager qui a de l'influence, entre un leader qui a de l'influence, soyons plus précis, et des gens qui acceptent cette influence. Et c'est une relation. Et en utilisant cette lentille de la relation, on se complique la vie parce que pour étudier des relations, c'est vachement plus compliqué que pour étudier les gens. Hein. En revanche, on comprend beaucoup mieux. Alors, ça sera un des derniers commentaires. Vous avez dit quelque chose que je voudrais clarifier. Vous avez dit certains managers s'engagent sur des résultats. En général, ils s'engagent sur des résultats qu'on leur demande à atteindre. Ceux qui ne sont pas forcément les leurs. Et très souvent, ces résultats sont pas improbables, mais irréalistes. Plus 30%. Et alors, ils sont justement sur le burn-out, machin, parce qu'ils ne peuvent pas y arriver. Donc ça, c'est aussi du management toxique. Vous êtes d'accord? Je suis content. Absolument. Mais c'est toute une chaîne. Et c'est de la responsabilité, quand on est non pas manager, mais collaborateur, c'est de la responsabilité, et je reviens sur les premiers points de Daniel de tout à l'heure, c'est de notre propre responsabilité de dire à un boss qu'il part en vrille ou que ça dérape. C'est de notre responsabilité. Je dis, en plus, c'est une affaire de, comment dire, de santé, d'hygiène mentale. Hein. La dernière question. La première et la dernière. Pardon. Je n'ai pas tellement aimé le mot contrôle. Oui, ça me dérange très fort parce que tout à l'heure j'ai parlé de couches successives. C'est pas du tout le cas dans l'entreprise où je travaille parce qu'il n'y a pas de couche, c'est nous, il y a le patron et tous les autres. On travaille tous dans la confiance et notre patron ne nous contrôle jamais. Qu'il soit là et qu'il soit pas là, on travaille toujours de la même manière. Il part 15 jours en vacances, c'est comme s'il était là. On ne sent pas ce contrôle. Je pense que je ne sais pas, c'est comme les parents avec leurs enfants. Si on les contrôle, on est obligé de cacher. Alors dès qu'il a le dos tourné, on fait des bêtises. Donc ce mot-là me dérange un peu. Et puis juste un trait d'humour. J'espère que c'est la seule fois où ça ait fait pleurer une femme. Ça, j'imagine qu'on n'aura pas la réponse. Alors, quelques éléments de réponse aux commentaires précédents sur le contrôle, pour conclure. Il n'y a pas de délégation sur le contrôle, de toute façon. Dans les organismes qu'on est amené à piloter, on l'a vécu tous les deux, et pour ceux ou celles d'entre vous qui sont dans la salle, qui pilotez des équipes, vous le faites forcément. Alors qu'il y ait une intégration des objectifs et que les personnes se sentent en capacité et en charge, c'est bien sûr comme ça que les organismes ou les organisations qui fonctionnent bien, qui sont écologiquement en bonne santé, devraient fonctionner ou fonctionnent. Malheureusement, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pas forcément toujours le cas. Oui, sur le contrôle fait partie du management. Le leadership permet, et là, je veux dire, il n'y a pas à se poser la question de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Je veux dire, contrôler, savoir, enfin, prédire l'avenir. Je vais faire plus 2%, plus 10%, plus 30%. Il y a des marchés où faire plus 30% c'est normal, il y a des marchés sur lesquels c'est totalement irréaliste. Mais c'est la fonction du manager, c'est ça c'est de donner une prédiction, c'est donner une prédictabilité à l'organisation. C'est le rôle du manager. Si je suis entrepreneur, je m'engage sur un business plan. Alors bon, il y a des dérivations, on va faire un peu plus, on va faire un peu moins, on va changer de produit entre les deux, on va pivoter maintenant, comme on dit pivoter, on ne dit pas changer sa stratégie, on dit pivoter.
Mais on s'engage, donc on a besoin, enfin le contrôle est nécessaire, et il est nécessaire dans la mesure où en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO, je vais dire une horreur, mais le manager, le CEO, il n'a pas que ses collaborateurs dans la vie. Le manager, il a ses propres. Le manager, il est à l'interface entre son équipe et d'autres parties prenantes. Un entrepreneur, il est à l'interface entre ses collaborateurs et puis, par exemple, les gens qui lui ont avancé les sous pour monter la boîte, pour payer les salaires, pendant qu'on ne gagne pas encore d'argent, pendant qu'on a investi. Et donc, à cet égard, le manager, le CEO, le whatever, il a une nécessité d'avoir un certain contrôle. Après, le degré du contrôle, il est variable. On peut avoir un contrôle sympathique, on peut avoir un contrôle désagréable, on peut avoir un contrôle néfaste, on peut avoir un contrôle tatillon, on peut avoir un contrôle global et managé par exception. Mais la nature du rôle de manager, et ça on doit l'accepter, c'est d'être dans une interface et donc d'avoir un certain contrôle. Je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais la notion de contrôle est vraiment consubstantielle au management. Et on ne peut pas l'ignorer. Sauf chez Ricardo Semler. Alors, juste pour rebondir sur ce que dit Vincent, il voit la forêt, moi je vais descendre au niveau de l'arbre, c'est-à-dire ma micro-expérience. Donc vous avez compris que j'ai passé une dizaine d'années chez L'Oréal. Quand j'étais jeune chef de produit il y a une trentaine d'années, vous étiez pas né, j'avais un directeur marketing qui était à la fois manager et à la fois leader. Et qui m'a dit, écoute Dan, voilà, cette gamme de shampoings ne fonctionne pas, tu dois nous inventer une nouvelle gamme de shampoings. Je vous passe le détail. Toujours est-il que, nanti de cette confiance et de cette capacité de faire, j'ai inventé une gamme de shampoings qui fonctionne encore 30 ans après. Même pas, non. Donc effectivement, si on est à la fois manager et qu'on est à la fois leader, on peut casser la baraque. Si j'avais eu ne serait qu'un millième de chaque produit qui avait été vendu, je serais richissime. C'est ultra doux de Garnier. Félicitations pour ce beau résultat. Malheureusement, je dois être dans la position du contrôleur. Et je vois que l'heure a tourné. Et comme il est presque 8h, nous avons atteint la fin de cette première partie du Management Café. Je vous remercie toutes et tous d'être venus. J'espère vous revoir bientôt pour la prochaine édition du Management Café qui sera annoncée sur les mêmes canaux que les précédents. Donc gardez un œil sur la page Facebook du CEB, du Centre Émile Bernheim. Gardez un œil sur les différentes publications du centre, sur Eventbrite, ce qui serait prévu. Encore une fois, merci beaucoup pour ce débat. Merci beaucoup à Daniel, merci beaucoup à Vincent. Et je disais à bientôt.